Examen ce vendredi à la Chambre basse du Parlement du réquisitoire du procureur général près la Cour constitutionnelle sur la levée des immunités des députés nationaux Louise Munga Messozi et Kumbu Kiala cités dans l'affaire Bukanga Lonzo. Et la RDC vient de dépasser la barre de 34 000 cas de Covid-19 depuis l'annonce de la troisième vague. Les cas et les nombres de décès se comptent en grand nombre maintenant alors que la prise en charge médicale commence à faire défaut. Votre chaîne vous invite donc encore une fois au respect des gestes barrières. Et très belle opération pour les léopards dames qui ont battu haut la main les Kenyanes hier lors de la deuxième journée de la CAN Handball Cameroun 2021. Et les léopards messieurs football seront en test cet après-midi contre les Aigles du Mali. Mesdames, Messieurs, bienvenue à vous tous à cette édition du journal et merci de nous suivre sur Télé 50. Problématique de l'indépendance et de la dépolitisation de la CENI. On en parle encore une fois dans ce journal. Le G13 a exprimé, vous le savez, ses inquiétudes par rapport à la loi sur la CENI telle que adoptée par la Chambre basse du Parlement, réitérant ainsi son souhait de voir la centrale électorale être totalement dépolitisée. Un avis également partagé par la coalition Lamouka de Martin Fayoulou qui insiste sur une CENI indépendante. On écoute à ce sujet Prince Epengue, cadre de la coalition Lamouka. Aujourd'hui, ce que nous proposons au sein de Lamouka, c'est que la CENI soit totalement dépolitisée. Ça veut dire quoi en réalité? Nous disons la présidence de la CENI doit être dirigée par 8 confessions religieuses de manière tournante chaque 3 mois pour limiter la fraude. Même les religieux, à un moment donné, il y en a qui peuvent être un peu exposés à la corruption, mais nous avons trouvé au sein de Lamouka l'innovation que la présidence soit dirigée par les 8 confessions religieuses pour qu'ils se surveillent entre elles. Autre chose, nous pensons que dans le bureau, il ne faut pas qu'il y ait de politiciens. Tous les 17 membres du bureau que nous proposons, il n'y aura aucun politicien. Par contre, au niveau de la plénière de la CENI, il y aura des délégués du FCC, des délégués de l'Union sacrée ou CACH et des délégués de la MOUCA pour que les 6 membres-là, des partis politiques, puissent surveiller ou superviser le travail qui sera fait par les religieux. Malheureusement, ce qu'on a vu avec ce qu'on appelle la loi Lutundula, mais il n'y a absolument rien de Lutundula dans cette loi. Voilà, Prince Epengue, joint au téléphone par Christian Kalonji. Et à l'Assemblée nationale, les députés nationaux, je le disais, examinent ce vendredi le réquisitoire du procureur général près la Cour constitutionnelle sur la levée des immunités des 2 députés nationaux cités dans l'affaire Bukanga Lonzo. Il s'agit des députés nationaux Louise Munga Messozi et Kumbu Kiala. Ces élus assumaient à l'époque les fonctions de comptable public principal au ministère des Finances pour ce qui est du député Kumbu Kiala et celle du ministre du portefeuille signataire de la convention d'actionnaires dans le cadre de 3 sociétés du groupe Bukanga Lonzo pour ce qui est de la députée Louise Munga Messozi. Autre sujet sur la table des élus, l'examen du rapport des prévisions budgétaires exercice 2022. Et le ministre des Droits humains alerte sur les conditions inhumaines dans lesquelles sont incarcérés les prisonniers en RDC, notamment dans la prison centrale de Makala et celle de Ndolo, où il a effectué une descente jeudi dernier. Face au surpeuplement constaté sur place, Fabrice Puela appelle au désengorgement dans l'urgence. On l'écoute. Les conditions de détention sont des plus déplorables, très déplorables. Et il importe que les solutions les plus urgentes soient trouvées pour désengorger les 2 prisons les plus importantes de notre pays. Pour la prison centrale de Makala, construite ou prévue pour 1500 personnes, qui regorge plus de 9000 pensionnaires. Malgré la grâce présidentielle, se retrouve à plus de 8440. C'est inhumain, surtout dans cette période de 3e vague de la grande pandémie qui est en train de décimer la population. Ici, à la prison de Ndolo, la prison militaire de Ndolo, prévue juste pour 540. Mais nous avons plus de 2060 pensionnaires, civils, militaires, femmes, tous compris. C'est inadmissible.
Nous allons nous en remettre au Premier ministre, surtout que ce gouvernement est sous la philosophie du chef de l'État qui dit justement le peuple d'abord. Être prisonnier ne veut pas dire qu'on doit être réduit dans une situation de bestialité, qu'on perd forcément tous ses droits. Non, le droit à la vie est là, le droit à la santé est là, le droit à l'accès à l'eau potable, à l'électricité, tout cela est maintenu. Nous avons trouvé à la prison centrale un grand problème de pénurie d'eau. Dans les jours qui viennent, nous aurons une table ronde avec d'autres partenaires bilatéraux, les États-Unis particulièrement, en ce qui concerne les droits humains. Nous avons profité pour échanger avec les pensionnaires. Au premier contact, on aurait l'impression que tous les prisonniers sont innocents. Mais chacun se retrouve ici pour une raison particulière. Il revient à chacun, après avoir bénéficié de la liberté provisoire ou de la libération conditionnelle, de faire un examen de conscience pour ne plus récidiver. Voilà, Fabrice Proela était au micro de nos confrères de Top Congo FM. Et lutte contre la propagation de la troisième vague de la pandémie à Covid-19, les passagers provenant du Brésil et de l'Inde sont interdits de débarquer en RDC. Décision de la Direction générale de migration à l'endroit des différentes compagnies aériennes suite à la montée en puissance du nombre de personnes contaminées par la maladie dans ces deux pays. Le Brésil et l'Inde sont respectivement le deuxième et le troisième pays le plus touché par la Covid-19 dans le monde. Et on en a parlé il y a longtemps, le bulletin épidémiologique sur la Covid-19. Depuis l'annonce de la troisième vague, les cas se comptent par centaines. Le pays a dépassé, je l'ai dit dans le sommaire, la barre des 34 000 cas confirmés de coronavirus. Le cumul est de 34 266 cas. Hier jeudi, 310 nouveaux cas ont été confirmés, dont 281 à Kinshasa, 16 au Nord Kivu, 5 dans le Haut-Katanga, 4 au Lualaba, 3 au Nord Ubangi et 1 au Congo central. Et situation sanitaire à Popo-Kabaka dans la province du Kwangu reste préoccupante. 17 décès de la fièvre typhoïde et plus d'une centaine de cas dénombrés dans la province. Malgré la prise en charge des équipes sur place, l'intervention en urgence du gouvernement s'impose. Contacté par notre rédaction, les députés nationaux Passy Zapamba, qui étaient là de passage, nous décrit la situation en ce moment. On l'écoute. En fait, j'ai pris connaissance de cette fièvre au courant du mois de mai quand j'étais de passage en visite à l'hôpital général de référence de Popo-Kabaka, où j'ai constaté que certains patients souffraient de la fièvre typhoïde avec perforation des intestins. Ça m'a beaucoup inquiété et quand j'ai lancé les cris d'alarme, heureusement qu'en ce moment-là, le secrétaire général de la santé avait réagi en envoyant l'équipe de l'INRB. Mais au stade actuel, bien qu'il soit passé pour des prélèvements et bien qu'il soit passé pour observer un peu les cas, à la date d'aujourd'hui, les statistiques à ma possession indiquent qu'il y a eu un cas de salmonellose, je ne sais pas cet terme technique. Il y a environ 352 cas dépistés sur 11 aires de santé, partant des 30 aires de santé qui composent l'hôpital général de référence de Popo-Kabaka. Nous avons ici observé qu'il y a 44 cas de fièvre typhoïde avec perforation d'intestin, dont 11 décès. Et sur les 352 premiers, il y a eu 17 décès. Dites-nous un peu comment se fait sur place la prise en charge des malades. Et donc, malgré la prise en charge entamée par l'équipe sur place et celle proposée par l'équipe qui est allée secourir, il se pose un problème réel de médicaments sur place. Parce que les patients eux-mêmes n'ont pas les moyens nécessaires pour s'auto-prendre en charge et les produits qu'on met à leur disposition, surtout les liquides, font défaut. Et donc, il y a un problème de santé publique que nous avons soumis auprès des autorités. Heureusement, hier, dans les contacts que nous avons eus avec le ministre de la Santé, il nous a rassurés. Après aussi que nous ayons fait une motion d'information à l'Assemblée nationale où le président de l'Assemblée nous a rassuré qu'il a déjà des contacts avec le ministre de la Santé
Et ce dernier aussi nous a confirmé qu'il y a des équipes déjà avec des médicaments qui descendent sur le terrain. Donc nous continuons à insister, surtout pour qu'on puisse dénicher, détecter quel est l'agent causal de cette fièvre typhoïde et surtout renforcer également la sensibilisation de la population pour que l'on puisse arrêter ou atténuer cette épidémie. Voilà donc ce qui se passe à Popo-Kabaka. C'est un problème de santé publique et qui nécessite donc une intervention urgente non seulement du gouvernement, mais de toutes les personnes de bonne volonté et qui peuvent permettre à ce que ce problème soit résolu. Merci, monsieur le député. Et en Ituri, 271 enfants souffrant de malnutrition aiguë sévère sont désormais livrés à eux-mêmes, tout comme les nombreuses patientes victimes des violences sexuelles à la suite de l'attaque le 7 juin de l'hôpital général de Boga. De nombreux déplacements des populations ont été observés dans l'aire de santé de Bukiringi, Geti et Bunia, rapporte Médecins sans frontières qui a appuyé cette structure sanitaire. L'hôpital a été brûlé, pillé et vandalisé. On écoute le chef de mission des MSF Ituri, Frédéric Lai Manantoa. Qu'est-ce qui s'est passé? Donc, il y a eu une incursion des groupes armés présumés ADF dans la zone de Boga et d'autres groupes. Jusqu'ici, on n'a pas vraiment la précision sur qui a attaqué l'hôpital aujourd'hui. Les dégâts sont assez lourds en humaine d'ailleurs parce qu'on a eu une douzaine. Les rapports disent qu'il y a 50 morts civiles dans une de ces violences assez fortes dans la zone qu'on n'a jamais vue par le passé. Mais aussi une perte matérielle au niveau de l'hôpital qui a été une partie a été brûlée, une partie a été saccagée et tous nos stocks de médicaments ont été volés, y compris les matériels. Un hôpital qui a été construit l'année dernière avec une capacité de 60 lits que nous avons donné au ministère de la Santé. Tout est parti en fumée en quelques heures, alors que nous n'avons cessé de répéter que cette structure était critique pour les habitants de cette région qui est très enclavée. Les hôpitaux en zone de conflit doivent demeurer un espace protégé et neutre. Tous les partis en conflit en Ituri et ailleurs d'ailleurs au Congo, et c'est universel de par le monde, doivent respecter les patients et les actions humanitaires pour le professionnel de santé. C'est important de garder cet espace-là. Tous ces partis en conflit ont cette responsabilité-là. Et à l'international, Emmanuel Macron a annoncé jeudi une transformation profonde de la présence militaire française au Sahel et la mise en place d'une alliance internationale anti-djihadiste dans la région. Cette transformation passera notamment par la fermeture de bases de l'armée française. C'est donc la fin de l'opération Barkhane en tant qu'opération extérieure, a précisé le président français. Et pour en parler, notre éditorialiste est avec moi dans ce studio, Jean-Marie Kassamba. Bonjour et bienvenue à vous. Merci. Alors, première question rapidement. Vous avez été, je dirais, un tout petit peu comme un prophète. Vous avez prédit ce retrait de la force française à Barkhane. Est-ce réellement un aveu d'échec de voir les troupes françaises quitter cette région? C'est ce que disent beaucoup d'observateurs et d'analystes, des stratèges à travers le monde, parce que toutes les missions, on va dire, d'intervention des grandes puissances finissent toujours par de retrait sans que cela produise des résultats escomptés. Rappelez-vous l'intervention américaine en Somalie. C'était la même chose. L'intervention américaine en Irak, la même chose. L'intervention russe en Afghanistan. Dernièrement, l'intervention américaine également, Biden vient de programmer déjà le retrait. Ouais. Donc c'est pour vous dire que toutes les interventions, souvent étrangères, ne produisent pas des résultats, d'une part, et ensuite, ça crée plus de problèmes qu'il y en avait auparavant. Dans les cas d'espèce, l'intervention française dans le Sahel, c'est-à-dire les 5 pays du Sahel, par rapport à la lutte contre les terrorismes, découle du chaos libyen. Ces chaos libyens étaient provoqués par Nicolas Sarkozy, pour ceux qui ne le savent pas. C'est l'assassinat de Kadhafi qui a produit des réfugiés qui sont partis. Les armes qui étaient en Libye se sont dispersées dans la sous-région et ces terroristes commencent à sévir maintenant, non seulement au Mali, au Niger et surtout au Burkina Faso.
D'ailleurs, la Côte d'Ivoire est un peu touchée dans cette question. En fait, qu'est-ce qu'on peut comprendre des propos du président français qui parle d'une transformation profonde de l'opération? Non, ça c'est tout simplement sémantique. C'est une façon de trouver une pirouette pour sortir de là, parce que l'opinion française elle-même ne voulait plus de cette présence française, parce qu'elle était déjà décriée par les Maliens eux-mêmes. Rappelez-vous que les coups d'État contre Ibeka, c'était sur base de cela. Ensuite, le fait le plus important, c'est l'intervention de la Russie. La Russie est venue, comme c'était le cas en République centrafricaine, c'est le cas en Libye, pour, en quelque sorte, montrer les muscles, renforcer l'armée, pour ne pas dire influencer Koïta et ses amis, pour qu'ils puissent renverser le putschiste qui était là avant. Ce qui veut dire tout simplement que ce sont les rapports de force entre des grandes puissances. Ce qui est en jeu ici, ce sont les matières premières. Le pétrole, l'or, les diamants du Mali, naturellement la présence française, parce que n'oublions pas que c'est l'ancienne colonie française et que la zone CFA est encore là-bas. Et donc, si aujourd'hui la France délaisse en quelque sorte le Mali, et va se replier sur d'autres pays de la sous-région qui gardent encore les bases françaises. Une dernière question, on va parler de la Russie. Vous avez effleuré un tout petit peu ce pays dans votre début d'intervention. Alors, la France serait-il, mais on voit la main de la Russie qui avance un tout petit peu. Qu'est-ce qu'on peut comprendre par là? Que le prochain espoir, c'est la Russie pour l'Afrique? Écoutez, la Russie joue un peu les contrepoids. Hein? Rappelez-vous, pendant la période de la guerre froide, c'était les capitalistes, enfin les Américains et leurs alliés. En face, vous avez le communisme avec la Russie et l'URSS, pour ne pas dire, avec ses alliés. Aujourd'hui, ça a changé. Pendant une trentaine d'années, c'était plus l'Occident qui avait remporté sur la Russie. Et la Russie s'est recouvrée sur elle-même, s'est réorganisée militairement, scientifiquement, financièrement, etc. Et aujourd'hui, après avoir conquis en quelque sorte quelques pays d'Europe, au Moyen-Orient, c'est le cas maintenant avec le pays d'Afrique que la Russie avait perdu depuis les années 80. Oui. Et donc, années 90, 80, enfin, avec la perestroïka de Gorbatchev, aujourd'hui, il est question pour la Russie de reconquérir un peu tous ces pays africains, notamment le cas de la République centrafricaine. Vous avez vu que, pour une fois, les Centrafricains ont osé même attaquer le Tchad qui est le bastion, pour ne pas dire le bras armé de la France dans cette partie du Sahel, mais aussi le Mali. N'oublions pas que Koïta a été formé en Russie et que la plupart de ses lieutenants, enfin ses compagnons, sont d'obédience russe. Et donc ce qu'on n'ose pas beaucoup dire est que ce qui se joue là-bas, c'est l'influence de Wagner. Wagner, c'est cette société, on va dire, paramilitaire russe, oui. Qui est constituée par les Russes. Aux États-Unis, par exemple, la plupart des sociétés qui gèrent les conflits, ce sont des sociétés de sécurité privée et qui sont sous-traitées pour gérer ce genre de situation. Voilà. Merci Jean-Marie Kassamba d'avoir accepté de nous faire ces petits éclairages sur la situation. Je vous en prie. Et en sport, c'est une équipe de handball des Léopards dames qui rassure à la Coupe d'Afrique des Nations. Les Fauves congolais ont créé la sensation hier en humiliant le Kenya sur le score de 42-16. Un deuxième succès enregistré qui motive la RDC après celui enregistré face au Nigeria. Pour la prochaine étape, la RDC va affronter le Cameroun, pays organisateur. Ce sera demain sous le coup de 18h. Les Congolais sont déterminés à se hisser au dernier carré de cette 24e édition de la CAN. Et préparatifs des éliminatoires de la Coupe du Monde Qatar 2022, les Léopards vont livrer ce vendredi un deuxième match amical face aux Aigles du Mali au stade olympique El Menza. Après la défaite face à la Tunisie, Hector Cooper veut voir si ses poulains ont bien assimilé le schéma tactique qu'il a mis sur pied. Les Léopards de la RDC qui affûtaient les armes à Tunis depuis la semaine dernière, en prévision des éliminatoires de la Coupe du Monde Qatar 2022, veulent faire un bon match contre le Mali, même si les résultats de cette rencontre importent peu, selon Hector Raoul Cooper, qui s'est exprimé hier en conférence de presse d'avant-match. Le match contre la Tunisie a permis au nouveau staff technique de déceler et corriger les points faibles avant les débuts des choses sérieuses. Pour le technicien argentin, la défaite et la victoire auront plus d'importance au mois de septembre. La mentalité du nouveau staff technique est différente, mais à chaque fois, il est bon de gagner ces matchs. Néanmoins, on peut être également satisfait de la tactique défensive mise sur pied. On peut s'en réjouir même si le résultat du match est défavorable.
Hector Raoul Cooper, qui s'est fait une idée sur le joueur qui était à sa disposition, attend voir si ces derniers ont bien assimilé toutes les notions qui leur ont été données. Logés dans le groupe J, aux côtés de Madagascar, le Bénin et la Tanzanie, les Léopards vont débuter les éliminatoires à domicile en affrontant les Taifa Stars de la Tanzanie au mois de septembre. Et toujours en sport, AS Babetia, Sika FC System, AS Ndombe Céleste, ce sont les matchs à suivre tout à l'heure pour le compte de la 56e Coupe du Congo dont le coup d'envoi a été donné hier avec les Daring Club Motema Pembe à éliminer le Football Club Renaissance du Congo en le battant sur le score d'1-0. Dans ces derbys fratricides de Kinshasa, Daring Club Motema Pembe et Renaissance du Congo ont tout donné pour faire la différence. Après une première mi-temps stérile qui a vu les deux équipes regagner le vestiaire sur le score de parité, les Immaculés vont enfin trouver le chemin du filet à la 75e minute de jeu grâce à un caviar des juniors Koné qui trouvait William Likuta seul devant le but. Dans un match très engagé, le Daring Club Motema Pembe a vendagé plusieurs occasions de but qui allaient clouer le club orange de Kinshasa. Le derby ne se joue pas mais se gagne, dit-on. Les Tupamaros ont fait l'essentiel dans ce match à élimination directe en prenant leur revanche sur les oranges de la capitale qui les avaient battus lors de la phase retour de la Vodacom Ligue 1. Le club vert et blanc de Kinshasa va affronter au prochain tour le Football Club Moké, exempté du premier tour. Lors du coup d'envoi de cette 56e édition de la Coupe du Congo, l'Académie Club Rangers a éliminé Kungu Pemba de Bandundu après l'avoir battu sur le score étriqué d'1-0. On va prendre le rappel des titres à présent. Examen ce vendredi à la Chambre basse du Parlement du réquisitoire du procureur général après la Cour constitutionnelle sur la levée des immunités des députés nationaux Louise Munga et Kumbu Kiala cités dans l'affaire Boukan Alonso. Et la RDC vient de dépasser la barre des 34 000 cas de Covid-19 depuis l'annonce de la troisième vague. Les cas et les décès se comptent en grand nombre maintenant alors que la prise en charge médicale commence à faire défaut. Votre chaîne vous invite donc encore une fois au respect des gestes barrières. Et en sport, très belle opération pour les Léopards dames qui ont battu haut la main les Kenyanes hier lors de la deuxième journée de la CAN Handball Cameroun 2021. Les Léopards messieurs football seront en test cet après-midi contre les Aigles du Mali. Place à la revue de presse, restez avec nous. Et c'est une présentation signée Jenny Kayembe qui fait son entrée de l'autre côté du studio. Bonjour et bienvenue à vous Jenny. Bonjour Gaëtan Kouabouandi, bonjour à tous. Merci, bonjour Jenny. À la une de votre revue de presse, la question de la réforme électorale soumise au Parlement divise les Congolais. Effectivement Gaëtan, les pressions se multiplient et cela de tous les sens. Cette question a certes finalement franchi l'étape de l'Assemblée nationale en première lecture, mais pas celle de l'opinion publique. Le groupe des 13 personnalités politiques et de la société civile cité par Econews, qui a largement travaillé sur la loi Lutundula, critique déjà les formats adoptés à l'Assemblée nationale. Il estime que cette loi est taillée sur mesure de l'Union pour la démocratie et les progrès sociaux, justement pour baliser la voie à Félix Tshisekedi. Pour les G13, cette loi ne concourt pas à la tenue des élections libres. Il focalise maintenant son attention au Sénat qui doit entamer la deuxième lecture de la loi Lutundula. Les G13 invitent cependant les élus des élus à jouer pleinement leur rôle pour sauver la démocratie. Cette proposition de loi portant organisation et fonctionnement de la CENI est une nouvelle source de tensions, note le journal. Pour l'Église du Christ Congo, cette loi n'apportera pas de changement tant souhaité dans la dépolitisation de la CENI. Elle invite par ailleurs les sénateurs à faire preuve de sagesse, comme ce fut le cas en 2015 avec Léon Kengo-Adondo. Et même réaction pour l'éternel opposant Martin Fayoulou et son compagnon de lutte Adolphe Mouzito. Ces deux personnalités désapprouvent les tests finaux
adoptés à l'Assemblée nationale, complète le journal. Pourtant, ils avaient approuvé les tests initiaux. Gaëtan Kouba-Bourandi, dans son discours du 23 octobre de l'année dernière, le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, avait fait montre de sa détermination face à la diversité de construire un pays dans l'union sacrée de la nation, rappelle actualité.cd. Une fois que Christophe Lutundula, initiateur de la loi sur le fonctionnement et l'organisation de la CENI, repris par les sites, avait jugé des positives. Et on parle du surpeuplement de la prison de Makala et le sujet est largement commenté par les journaux ce vendredi et site paru dans la capitale. Tout à fait, c'est le ministre des Droits humains, Fabrice Pouila, qui a alerté lors d'une série de visites dans les maisons carcérales avec objectif d'évaluer les conditions de vie des pensionnaires, rapporte opinioninfo.cd. C'était un constat amer, en croire le ministre. Il y a par exemple l'oubli de plusieurs cas des détenus ayant passé 5 ans à 12 ans sans être jugés ni condamnés. La transformation des cellules de prison en lieu de vente, pour n'y citer que cela, d'après Fabrice Pouela, cette surpopulation peut engager de sérieux problèmes sanitaires, conclut les sites. Après ces constats, Fabrice Pouela, avocat des professions, a insisté sur l'urgence des solutions, ajoute Africa News. On va terminer au Sahel. La stratégie française dans l'opération Barkhane a-t-elle échoué? Je vous pose la question. Et oui, Gaëtan, plusieurs analystes avertis s'interrogent sur les retraits par la France de l'opération Barkhane au Sahel à la veille du sommet de G7. Pendant ces temps, la stratégie française sur cette opération n'a pas fonctionné, rapporte Radio France Internationale. Emmanuel Macron décide de céder la place à une force internationale. D'après les présidents de la République française, à la fin du mois en cours, les calendriers et les modalités de cette décision seront annoncés. Renchéri, France24.com. Merci infiniment, Jenny Kayembe, pour cette revue de presse. Merci à vous autant. C'est par ici que ce journal prend fin. Portez-vous bien et bon début de week-end chez vous. Téléchargez les infos Télé 50 sur www.télé50.cd.